Bonjour, j'espère que vos cours à la maison se déroulent bien. Essayez de garder une certaine régularité et de bien suivre l'emploi du temps, la programmation des cours que je vous ai donnés. N'oubliez pas de m'envoyer les copies des derniers devoirs. Aujourd'hui, vous allez suivre le premier diaporama vidéo. Il a pour intérêt de vous présenter le plan du cours et de vous expliquer les schémas, les notions à retenir sur le chapitre. Vous pourrez le visualiser à votre rythme. À tout instant, vous pourrez faire une pause dans la vidéo pour prendre des notes ou encore annoter vos schémas. Bon courage! Nous allons poursuivre le chapitre adaptation de l'organisme à la disponibilité des ressources. La première partie, prokaryotes et adaptation du métabolisme aux ressources ayant été achevée, nous allons aborder le cas des métazoaires et l'adaptation à la disponibilité des ressources. L'exemple qui est pris est celui de la régulation de la glycémie chez les mammifères. Donc, revoir le chapitre ajustement de la distribution des métabolites, dans lequel toutes les étapes de la boucle de régulation par rétroaction négative ont été abordées, dans le cas de la des variations de glycémie journalières classiques. Sur le document 8, vous avez juste un rappel des étapes terminales de cette boucle de régulation avec l'action des hormones pancréatiques. Donc, sur le premier schéma du haut, le cas d'une hypoglycémie passagère, donc le cas où la glycémie est trop faible, il va y avoir libération d'insuline en quantité faible et de glucagon en quantité importante. Je rappelle, c'est bien le rapport de concentration de ces deux hormones qui est important, qui constitue le signal, mais sur ce document n'est représenté que le glucagon, hormone hyperglycémiante, donc libérée en forte quantité pour contrecarrer l'effet de cette hypoglycémie. Donc le glucagon va agir sur les organes effecteurs tels que le foie, en stimulant la glycogénolyse, dégradation du glycogène, pour restituer du glucose, et à l'opposé, inhibition des phénomènes de stockage par glycogénogénèse. Cette action est similaire au niveau des muscles. Par contre, au niveau des muscles squelettiques, lors de la glycogénolyse, il y a fabrication de glucose 6-phosphate qui ne peut pas être déphosphorylé pour donner du glucose. Donc le muscle squelettique n'est pas capable de restituer du glucose dans le sang. Ce glucose 6-phosphate va être utilisé à son propre compte pour générer de l'ATP par respiration cellulaire ou par fermentation lactique. Le glucagon va également stimuler la dégradation des lipides au niveau des tissus adipeux, lipolyse, donc dégradation des triglycérides, et à l'opposé, inhiber la lipogénèse. Dans le cas d'une hypoglycémie prolongée, les éléments qui se surajoutent sont indiqués en italique. Donc à savoir que le foie va réaliser la néoglucogénèse, foie ainsi que le rein. Alors, néoglucogénèse, si on regarde, si on décompose ce terme, génèse, production de glucose, et néo, nouveau, donc c'est la production de glucose à partir d'éléments autres que le glycogène, à savoir le glycérol, les acides aminés uniquement de type néoglucogène et le lactate, ou acide lactique. En cas d'hypoglycémie prolongée, les triglycérides qui sont dégradés libèrent du glycérol et des acides gras. Ce glycérol va dans le sang et peut être converti au niveau du foie en glucose. Également, l'acide lactique, donc le lactate libéré dans le sang, va pouvoir être converti en glucose par le foie. Si le jeûne est vraiment important, prolongé,
Les muscles vont fondre, muscles squelettiques et ensuite éventuellement muscles cardiaques vont fondre, c'est-à-dire que les protéines vont être hydrolysées, il y aura protéolyse, donc une fonte musculaire, hein, ça va dégrader les protéines du muscle, donc les protéines du cytosquelette, actiniosine notamment, et les acides aminés obtenus vont passer dans le sang pour ensuite, au niveau du foie, être convertis en glucose. Donc tout ceci va avoir pour conséquence d'augmenter la glycémie. Donc le glucose passe dans le sang et est récupéré par les cellules et notamment, n'oubliez pas, les cellules qualifiées de glucodépendantes qui ont obligatoirement besoin de glucose pour pouvoir survivre. Pour cette néoglucogénèse, je vous ai donné ici le document 7 qui n'est pas à savoir refaire mais pour lequel on va extraire les informations principales. Donc on vous dit la voie principale de la néoglucogénèse est essentiellement l'inverse de la glycolyse. Donc vous retrouvez la glycolyse, c'est le glucose qui va donner du pyruvate. Donc on lit les transformations métaboliques du haut vers le bas. Et là, la néoglucogénèse, il va falloir synthétiser du glucose, donc remonter. Et ceci, on vous dit, se fait au niveau, il y a 3 réactions de la glycolyse qui sont irréversibles. La première, donc qui va utiliser une enzyme spécifique, la glucose 6-phosphatase. La deuxième, donc lors de la phosphorylation du fructose 6-phosphate pour donner du fructose 1,6-bisphosphate, il y a catalyse par la phosphofructokinase, la PFK. Si on veut déphosphoryler le fructose 1,6-bisphosphate, il y a là utilisation d'une autre enzyme, la fructose 1,6-bisphosphatase. Et enfin, le phosphoénol pyruvate qui donne du pyruvate catalysé par la pyruvate kinase, ça aussi c'est irréversible. Donc il va y avoir utilisation de tout un tas d'étapes intermédiaires, donc de ces réactions intermédiaires font notamment intervenir la mitochondrie. Donc la mitochondrie, vraiment, ça c'est important. Je vous demande de retenir que les mitochondries sont indispensables à la néoglucogénèse. Donc vous retrouvez sur ce document l'endroit où interviennent les molécules néoglucogènes, le glycérol, le lactate, l'acide lactique, et des acides aminés néoglucogènes, donc par exemple l'alanine, l'aspartate, la méthionine, etc. Dans le cas de la glycémie, donc en situation postprandiale, après un repas, je rappelle, le glucagon est libéré en quantité faible et l'insuline au contraire en quantité importante, l'insuline étant l'hormone hypoglycémiante. Elle a pour effet de stimuler l'entrée de glucose dans les cellules autres que le foie, donc les cellules extra-hépatiques. Là, je ne l'ai pas remis sur ce document, mais on a vu que c'est par l'intermédiaire de protéines de transport de type GLUT4. Donc les GLUT4 vont être mises en place de manière plus importante. Il y a stimulation des phénomènes d'exocytose avec ces membranes de vésicule qui apportent le GLUT4, donc protéines de transport de type inductible. Donc il va y avoir plus de protéines de transport, d'où une entrée facilitée. Par contre, au niveau du foie, il y a une entrée qui, elle, n'est pas sensible à l'insuline. Il y a un transporteur GLUT2. Donc, entrée favorisée dans certaines cellules. Déjà, ça va faire baisser le taux de glucose dans le sang, donc baisser la glycémie. Ensuite, dans le foie, on va accumuler les réserves de glycogène, donc stimuler la glycogénogénèse, inhiber la glycogénolyse, donc le polymère de glucose se forme. Même effet au niveau des muscles squelettiques. Et il va y avoir stimulation de l'utilisation du glucose dans les cellules, stimulation de la glycolyse, donc notamment on l'avait vu par stimulation par exemple de la PFK. Au niveau du tissu adipeux, il y aura stimulation de l'accumulation des réserves, donc stimulation de la lipogénèse et donc
à l'opposé, inhibition de la lipolyse. Donc bien un effet, tout ceci de baisse de la glycémie, donc un effet qui va contrecarrer la modification initiale du paramètre glycémique. Donc on a bien ici un exemple chez les mammifères d'homéostasie.